Eh bien, bonjour à tous. Je prends ma présentation. Donc, Marie Delerue, je suis vétérinaire et je travaille au pôle développement, innovation, recherche de l'IFCE, plus précisément à la Jumenterie du Pin en Normandie. Et je vais vous parler ce matin d'asthme équin. Donc, on verra tout d'abord des généralités sur l'asthme. Qu'est-ce que l'asthme finalement? Ensuite, comment on le diagnostique? Et finalement, une fois qu'on l'a diagnostiqué, comment on le prend en charge? Donc, tout d'abord, des généralités sur l'asthme. Qu'est-ce que l'asthme? Donc, l'asthme, ça atteint l'appareil respiratoire profond du cheval. Qu'est-ce que c'est l'appareil respiratoire profond? C'est la trachée qui se sépare ensuite en deux bronches dans les poumons, ensuite en bronchioles de diamètre de plus en plus fin qui donnent ensuite sur ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Et c'est au niveau de ces alvéoles pulmonaires qu'on a les échanges gazeux entre l'air et le sang, ce qui permet donc d'oxygéner le sang qui est ensuite transporté vers les différents organes. Donc finalement, l'asthme équin, c'est en fait deux maladies. C'est depuis 2016 qu'on parle d'asthme chez le cheval, ce qui permet une meilleure compréhension pour les propriétaires et détenteurs d'équidés. En tout cas, c'était ce que pensaient les chercheurs. Et puis, ça permet aussi une meilleure comparaison avec d'autres espèces, notamment l'homme, et puis éventuellement le chat. Donc avant, on parlait, donc il y a deux asthmes, l'asthme équin modéré d'un côté. On parlait avant de maladies inflammatoires des voies respiratoires profondes, ou alors en anglais, vous avez peut-être déjà entendu, Inflammatory Airway Disease, ou IAD. Et pour l'asthme équin sévère, là on avait plein de noms, donc on parle communément de pousse ou d'emphysème, et on parlait aussi plus scientifiquement de maladies obstructives des voies respiratoires profondes, ou en anglais RAO pour Recurrent Airway Obstruction. C'est la même chose tout ça, mais maintenant on parle d'asthme, comme ça on s'y retrouve un peu plus. Ou alors on essaye en tout cas. Ces deux maladies, ce sont des maladies caractérisées donc par une inflammation des voies respiratoires profondes, et ce sont deux maladies qui sont chroniques, c'est-à-dire que les signes cliniques durent plus de 4 semaines. On a une gradation donc de l'inflammation qui est plus importante en cas d'asthme équin sévère. On observe aussi dans cette maladie ce qu'on appelle une hyperréactivité des bronches, c'est-à-dire que face à un stimulus, face à un agresseur, eh ben, ces bronches vont se contracter de manière exagérée. Et ça peut aller jusqu'au bronchospasme en cas de crise d'asthme, avec une contraction très très sévère et très brusque des bronches et avec un blocage finalement du passage de l'air. C'est ce qu'on voit sur le schéma du dessous avec les muscles lisses qui entourent la paroi des bronches qui sont très contractés et on voit que l'air ne peut presque plus passer. On observe aussi du fait de l'inflammation la présence de mucus qui est assez épais dans les bronches, donc plus important encore une fois en cas d'asthme sévère. On a un épaississement en fait de la paroi des bronches, que ça soit dû à une inflammation aiguë avec un œdème, une infiltration par du liquide, ou alors ensuite, suite à une inflammation chronique, et cette paroi se remodèle et s'épaissit de manière irréversible. Et donc tout ça, les bronchoconstrictions, l'accumulation de mucus et l'épaississement de la paroi, il y a une réduction du passage de l'air qui peut aller pour l'asthme équin sévère jusqu'à une obstruction de certaines petites bronches. Dans l'asthme équin modéré, la fonction respiratoire n'est pas altérée, alors qu'elle l'est dans l'asthme équin sévère, où du coup il y a des échanges gazeux qui se font moins bien. Concernant les symptômes, donc d'abord pour l'asthme équin sévère, donc comme on a une hyperréactivité des bronches, on observe une toux qui est régulière à fréquente. Le plus souvent, c'est plutôt une toux sèche et non grasse. On a vu qu'il y avait une accumulation de mucus, donc on peut observer un jetage qui est mucopurulent, donc assez épais, assez blanc. Mais bon, on l'observe pas toujours, mais parfois on a juste un cheval qui a un nez sale. On a une réduction du passage de l'air et donc
De ce fait, on a des difficultés respiratoires, ce qu'on appelle une dyspnée qui est visible au repos, avec notamment une expiration forcée et non plus passive. C'est-à-dire que le cheval, pour évacuer l'air de ses poumons, il est obligé de contracter ses muscles abdominaux. Et on observe ce qu'on appelle une ligne de pouce, et je vais vous montrer la vidéo juste après. On a aussi au repos une augmentation de la fréquence respiratoire, parfois des naseaux dilatés, comme on voit sur la photo du bas. Et en cas de crise d'asthme sévère, on peut avoir, en plus de la dyspnée expiratoire, une dyspnée également inspiratoire avec un tirage par la cage thoracique important et une position caractéristique avec les antérieurs un petit peu dégagés du corps et une encolure projetée en avant pour essayer d'aider à respirer. On a une fonction respiratoire, on l'a vu, qui est altérée, et donc on a une intolérance à l'effort qui est plus ou moins sévère. Et en cas de crise d'asthme, on peut avoir des muqueuses cyanosées, donc de couleur bleue, et des complications cardiaques parce qu'il n'y a plus assez d'oxygénation du cœur et donc une mort possible. Quand on a une crise d'asthme très sévère, ça peut être une urgence vitale. Je vous montre juste la vidéo pour voir la ligne de pouce. Voilà, là on voit bien juste ici la ligne de pouce et que le cheval donc se contracte pour pouvoir respirer correctement. Donc ça, c'était l'asthme équin sévère. Ensuite, pour l'asthme équin modéré, cette fois-ci, on peut aussi avoir une toux, mais souvent elle est occasionnelle, parfois un jetage, mais on n'opère pas forcément, en tout cas, ces symptômes. Pas forcément de signes respiratoires et parfois on a juste une baisse de performance avec parfois éventuellement un retour à une fréquence respiratoire normale après un exercice qui est allongé ou une augmentation de l'effort respiratoire pendant l'exercice, mais plus difficile, plus subtil comme signe clinique et parfois peu spécifique finalement d'une affection respiratoire. Donc il y a finalement des asthmes équins et non pas un asthme équin. Il y a d'un côté l'asthme équin modéré, donc lui qui concerne surtout plutôt des jeunes chevaux à l'exercice, c'est un peu le schéma classique, mais en fait il peut concerner des chevaux de tout âge. Là, l'amélioration en cas d'asthme équin modéré, elle est possible et elle est le plus fréquemment, on a une amélioration, soit spontanée, soit suite à un traitement ou un changement d'environnement. Et on a un faible risque de récurrence, c'est-à-dire qu'un jeune cheval qui a fait un épisode d'asthme équin modéré n'a pas plus de risque de refaire un épisode d'asthme équin modéré qu'un autre cheval qui n'en a jamais fait. Et cet asthme équin modéré, il concernerait environ 2 chevaux sur 10. C'est une pathologie très fréquente. Ce qui est important aussi, c'est que même si on parle d'asthme de façon générale, un cheval qui a un asthme équin modéré ne va pas développer ensuite un asthme équin sévère. Il n'y a pas forcément pour l'instant de relation entre les deux maladies. L'asthme équin sévère, lui, il concerne plutôt les vieux chevaux, enfin à plus de 7 ans. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de guérison, mais plutôt une aggravation qui est plus ou moins rapide en fonction des conditions de vie du cheval. Et on observe une succession de phases de rémission et de crise. Et la prévalence serait donc d'environ un cheval sur 10. Donc, comment on diagnostique cet asthme ? La première chose, donc, c'est l'examen clinique qui va permettre d'orienter déjà l'historique du cheval. Dans les deux cas, on a des maladies qui sont chroniques, donc c'est une orientation si on a des signes cliniques qui durent depuis plus de 4 semaines, voire beaucoup plus longtemps pour l'asthme équin sévère. Le schéma classique, c'est un cheval qui est hébergé à l'intérieur, qui est nourri avec du foin sec, ça c'est une orientation, et puis plutôt des chevaux d'âge pour l'asthme équin sévère. Ensuite, les signes cliniques peuvent nous orienter. Alors, pour l'asthme équin sévère, ils sont assez caractéristiques, on l'a vu, avec des difficultés respiratoires au repos. Et à l'auscultation pulmonaire avec un stéthoscope, on observe des bruits respiratoires qui sont augmentés. Et en plus, on a des bruits anormaux. On a à la fois des crépitements qui sont dus à la présence donc de liquide, de mucus
dans les voies respiratoires et des sifflements qui sont dus au rétrécissement des petites bronches. Donc ça, c'est assez caractéristique et on peut faire un diagnostic d'asthme équin sévère uniquement avec les symptômes. En revanche, on l'a vu pour l'asthme équin modéré, les signes sont plus subtils. Ils sont parfois non spécifiques avec juste une baisse de performance et dans ce cas-là, ça pourrait être une infection respiratoire ou d'autres causes de baisse de performance, par exemple des affections de l'appareil musculo-squelettique. Donc là, c'est plus compliqué et il va falloir faire des examens complémentaires. Donc on peut faire un bilan sanguin, mais ce bilan sanguin, en fait, il n'y aura aucune modification. C'est important de le faire, notamment pour vérifier, pour regarder s'il n'y a pas une augmentation du nombre de globules blancs et pour exclure la présence d'une infection respiratoire due à des agents pathogènes, des bactéries ou des virus, puisque le traitement de l'asthme est vraiment déconseillé en cas d'infection. Donc voilà pourquoi c'est important quand même de faire ce bilan sanguin. Ensuite, on peut faire une endoscopie des voies respiratoires. Donc, on a introduit une caméra par les naseaux pour observer la trachée et regarder s'il y a des indicateurs d'une inflammation de cette trachée. Dans le cas de l'absence d'asthme sur un cheval sain, la muqueuse, la paroi va être rosée, blanche, jaune clair rosé, et il n'y aura pas ou peu de sécrétions et elles seront plutôt fluides. En cas d'asthme, on aura une muqueuse qui est plus rouge, signe d'inflammation, et on aura du mucus en quantité plus ou moins importante, en fonction effectivement, ça va nous orienter plutôt vers un asthme équin modéré ou sévère. Et parfois, notamment dans l'asthme équin sévère, on aura un épaississement de la carina qui va montrer en fait l'épaississement de la paroi des bronches. Donc là, on le voit sur la vidéo, c'est en tout petit, on voit donc la trachée qui se sépare en deux. Donc ça, c'est au milieu, c'est la carina et elle peut être épaissie en cas d'asthme équin sévère. Une fois qu'on a fait cette endoscopie, l'examen complémentaire de choix qui va permettre de dire c'est un asthme équin modéré ou c'est un asthme équin sévère avec certitude, c'est le lavage broncho-alvéolaire qui va, l'objectif c'est de regarder si on a recherché la présence de cellules inflammatoires dans les alvéoles pulmonaires. Donc pour cela, on a introduit une sonde dans les alvéoles pulmonaires, donc au plus profond qu'on peut aller dans les poumons. On envoie une solution saline. Donc souvent les chevaux n'aiment pas trop, ça fait souvent ils toussent, notamment s'ils ont de l'asthme, ils toussent encore plus. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de les sédater en amont. Et une fois qu'on l'a, cette solution, en fait, on la récupère et on récupère avec elle éventuellement des cellules, les cellules qui sont présentes dans ces alvéoles. Ensuite, ces cellules, on les met sur une lame, on les étale et on les colore et on va quantifier la proportion des cellules qui sont présentes. Chez un cheval sain, on aura un liquide récupéré qui est translucide, qui est le même que celui qu'on envoie finalement, alors qu'il sera trouble en cas d'asthme. Et ensuite, concernant les cellules, chez un cheval sain, on aura des cellules de l'immunité, des macrophages principalement, mais aussi des lymphocytes, alors que chez un cheval qui est atteint d'asthme, on aura surtout des neutrophiles en grande quantité, qui sont des cellules de l'inflammation, en plus ou moins grande quantité en fonction si c'est l'asthme modéré ou l'asthme sévère. Et c'est vraiment la proportion des différentes cellules de l'inflammation qui va orienter le diagnostic, puisque souvent on a une très forte augmentation des neutrophiles en cas d'asthme équin sévère. Ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic, comment on prend en charge ou comment on prévient finalement les crises ou comment on prévient l'asthme équin modéré. Donc les facteurs de risque, finalement, on les connaît assez bien, en tout cas pour l'asthme équin sévère, beaucoup moins pour l'asthme équin modéré. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet, c'est un sujet de recherche important, l'asthme équin modéré, puisqu'il est à l'origine de contre-performances. On sait que des chevaux qui sont hébergés à l'intérieur, qui sont nourris au foin sec et sur de la litière de paille, sont à risque de développer soit des crises d'asthme équin sévère, soit de développer de l'asthme équin modéré. Donc il y a un certain nombre finalement de facteurs de risque qui ont été mis en évidence de façon sûre pour l'asthme équin sévère, qui sont les champignons et les moisissures, notamment le champignon qui s'appelle Aspergillus, des endotoxines, qui sont donc des molécules qui sont présentes dans la paroi de certaines bactéries, des gaz aussi, notamment l'ammoniac.
finalement, il y en a un certain nombre, mais ça, c'est les principaux. Et ensuite, il y en aurait peut-être d'autres. Il y a encore des recherches en cours sur éventuellement le lien avec une infection bactérienne. Ça, c'est pas du tout démontré pour l'instant. Des polluants. Il y a aussi une étude sur l'impact peut-être des latex qui sont présents dans les sols des carrières. Enfin, il y a un certain nombre de choses et c'est un vaste domaine de recherche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'asthme équin sévère, il existe une prédisposition génétique. Donc des chevaux dans l'historique, des chevaux qui auraient des antécédents familiaux d'asthme équin sévère sont plus à risque de développer cette maladie. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que plus les particules présentes dans la poussière sont fines et plus elles peuvent rentrer profondément dans l'appareil respiratoire, donc aller jusque dans les alvéoles pulmonaires. Donc plus elles sont fines, plus elles sont dangereuses, et plus elles sont fines, plus elles persistent longtemps dans l'environnement une fois qu'elles ont été mises en aérosol. Donc elles peuvent persister plusieurs heures, voire plusieurs jours si c'est des particules ultra fines. On sait que les fourrages sont la base de l'alimentation des équidés et que le foin sec est le plus utilisé, mais le foin, qu'il soit de bonne ou encore plus de mauvaise qualité, il est riche en poussière, en moisissure et en autotoxines. Donc on sait que la consommation de foin sec, elle est à l'origine d'une inflammation des voies respiratoires profondes des chevaux, qu'ils soient asthmatiques ou qu'ils soient sains. Donc la première chose, c'est déjà veiller à apporter des fourrages de bonne qualité. Donc c'est déjà une bonne récolte. Donc la première chose pour avoir un foin qui est moins riche en poussière, en moisissure et en bactéries, c'est un séchage rapide. Donc l'importance donc de la fenêtre météo et du moment de la coupe, et limiter la présence de poussière en limitant la pollution par la terre et éventuellement les crotins. Et ça, ce qui est important, c'est de faire une coupe qui n'est pas trop basse. Ensuite, stocker correctement le foin, pas directement sur le sol et sous un abri pour éviter l'humidification et donc le développement des moisissures et des bactéries. Et puis ça, on le verra après, il est quand même riche en poussière et donc il faut éviter absolument de le stocker dans l'écurie ou à proximité des zones de travail. Bien évidemment, il est conseillé aussi d'éviter de distribuer du foin pourri ou avec énormément de poussière, mais ça ne sera pas suffisant pour les chevaux avec un asthme équin sévère. Même un foin de bonne qualité, il a des moisissures, il a des poussières, il a des champignons, et donc il ne faudra pas le donner à un cheval asthmatique. Donc on verra juste après quelles sont les alternatives. D'abord, je voulais vous parler de la distribution. Donc les bonnes pratiques, ça serait on sait que l'affouragement, c'est une période très, très à risque où il y a une augmentation très importante des particules fines en suspension. Donc, sortir les chevaux avant l'affouragement, en tout cas quand ils sont hébergés dans une écurie. Et surtout, parce que ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps sur une vidéo, éviter la distribution à la pailleuse. Il peut y avoir des particules pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours dans l'écurie. Ensuite, ce qui a été bien montré, c'est que la distribution au sol est vraiment à privilégier, puisque ça limite l'entrée des particules fines dans l'appareil respiratoire du fait de la position de la tête, et puis ça favorise aussi le drainage de ces particules. Et éviter surtout l'utilisation des râteliers à foin en hauteur et surtout les filets à foin suspendus, puisque le cheval va tirer sur le foin. Et donc, ils ont montré qu'avec des filets à foin, il y avait 4 fois plus de particules de poussière au niveau de la sphère respiratoire du cheval. Et notamment, à éviter, ça on le fait souvent, de mettre un filet à foin dans le camion. Et ça, forcément, le cheval va respirer, d'autant si les portes sont ouvertes, mais même si l'environnement est confiné, il va respirer énormément de particules de poussière. Donc, attention à ça. Ensuite, il faudrait éviter que, ça on le voit souvent aussi, un cheval qui a le bout du nez enfoui dans les grosses balles de foin, donc éviter au possible, donc soit en fractionnant, en utilisant des petites bottes, en évitant les filets par exemple qui font que le cheval est obligé de mettre toute sa tête
ou par exemple les cloches à foin complètement fermées et mal ventilées. Je dirais que la photo de droite, c'est quand même plus adapté, il y a moins de confinement, alors que sur cette photo, il y a vraiment une atmosphère très confinée. Et ça peut être une solution d'avoir plutôt des filets à petite maille, éventuellement donc des grilles, ça peut être intéressant, mais attention, il y a une accumulation de poussière sous ces filets et donc du coup, il faudra nettoyer très fréquemment. Donc les alternatives au foin sec, vous les connaissez. La première, c'est le foin trempé, donc il faut l'immerger complètement et pas seulement le rincer, sinon ça fonctionne pas, pendant 15 à 30 minutes. Ensuite, normalement, il faudrait l'essorer avant de le mettre dans le box pour éviter la contamination du box. Les avantages, ça fonctionne très bien sur les poussières et c'est une solution relativement économique. Mais par contre, on réhumidie le foin, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement la reprise de la multiplication bactérienne. On sait, ça a été montré qu'il y a une diminution de l'appétence, il y a une diminution de la qualité nutritionnelle, notamment la teneur en sucre. En termes de manutention, c'est peut-être pas extraordinaire. Ça utilise des ressources en eau de façon importante. Et puis, de ce fait, comme on réhumidifie le foin, il faudra le distribuer de façon rapide parce qu'il y a un risque important de développement rapide d'agents pathogènes, champignons et bactéries. Ça peut être une solution en tout cas intéressante pour des chevaux à faible besoin et si on n'a pas trop de chevaux concernés dans l'écurie. Ensuite, il y a le foin étuvé. Donc maintenant, c'est possible d'avoir des systèmes, donc y compris pour des grosses balles de foin. Donc le but, c'est d'étuver le foin dans un compartiment fermé à haute température, souvent pendant 1 heure. Donc ça marche de la même façon très bien pour diminuer les poussières et en plus par rapport au foin mouillé, ça permet de diminuer la contamination en bactéries et en moisissures. Donc du coup, même s'il faut là aussi, comme on l'humidifie, le distribuer assez rapidement puisqu'il y a un risque de développement d'agents pathogènes, mais quand même à l'origine, il y en a beaucoup moins. Donc le risque de développement d'agents pathogènes est moindre par rapport à du foin mouillé. Par contre, le problème, c'est éventuellement le coût économique, la manutention et puis l'utilisation d'énergie. Mais ça, c'est une solution qui peut être intéressante pour des chevaux à fort besoin. Une autre solution, c'est l'enrubanné. Ça permettra en fait une diminution donc de la poussière, sauf que finalement, il peut y avoir des variations finalement en termes de poussière importantes entre une récolte et une autre récolte. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une uniformité. Et puis, en fait, ça dépend surtout de la date de la récolte. Si c'est récolté avant épiaison, là, ça va être intéressant puisque ce sont les épis qui vont apporter beaucoup de poussière. Par contre, si on fait de l'enrubanné en plein mois d'été, finalement, à la place de faire du foin parce qu'il y a un problème de stockage, là, ça va pas forcément être intéressant. Donc, attention, il faut un petit peu creuser sur quel enrubanné on donne, mais s'il est fait dans des bonnes conditions, en mai, etc., ça peut être intéressant. De la même façon finalement que le foin étuvé, une fois qu'on a ouvert, il faut le distribuer, il faut qu'il soit mangé dans les 7 jours. C'est un peu plus cher que le foin sec. Et c'est ce que je vous disais, finalement, le petit biais par rapport à du foin étuvé, ce qui est un petit peu moins bien, c'est la qualité qui peut être variable selon la récolte. En tout cas, c'est quand même une solution intéressante pour les chevaux à fort besoin. Bien sûr, la meilleure alternative, c'est l'herbe. Après, voilà, c'est pas toujours facile en hiver. Ensuite, on a vu que la Smequin sévère, ça concernait surtout des chevaux âgés. Et donc, on peut avoir certaines maladies chroniques du vieux cheval qui font que l'accès à l'herbe est compliqué. Par exemple, un cheval atteint d'un syndrome de Cushing et qui ferait des fourbures à répétition. Donc voilà, on a parfois différentes affections chroniques qui touchent le cheval et donc là, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Ensuite, pour l'hébergement, forcément, il faut éviter les environnements confinés. Je dirais que pour un cheval atteint d'asthme équin sévère, le mieux, ça serait quand même d'être à l'extérieur 100% du temps, y compris en hiver. Si le pré est compliqué parce que il y a par exemple un syndrome de Cushing, donc c'est compliqué d'avoir tout le temps les chevaux au pré, il y a d'autres alternatives, des paddocks ou des écuries actives ou éventuellement des box en terrasse.
Ce qui est sûr, c'est que si on a des bâtiments, les barnes où les chevaux n'ont pas du tout accès à l'extérieur, pas de fenêtre d'ouverture à l'extérieur, ça c'est très compliqué et c'est voire illusoire de faire quelque chose, de changer sa litière, de changer le type de fourrage qu'on donne chez un cheval si de toute façon tous les autres chevaux de l'écurie ont de la paille et du foin sec. Ça ne sert absolument à rien. Donc c'est vraiment, ça rend impossible la gestion individuelle d'un cheval. Donc au minimum, avoir une ouverture vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, ça je passe rapidement, mais effectivement, les paddocks et les prairies, c'est bien. Après, encore faut-il qu'elles soient bien entretenues pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Donc ça, je passe rapidement. Ensuite, donc sur la gestion des écuries, donc si on est obligé à certains moments de façon temporaire de mettre les chevaux dans les écuries, il faudra éviter les zones d'accumulation de poussière. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, éviter au possible le stockage du foin et de la paille dans l'écurie. Nettoyer régulièrement l'écurie pour éviter les toiles d'araignée qui, en gros, permettre l'accumulation de poussière et bien nettoyer toutes les surfaces horizontales où il y a la poussière qui s'accumule également. Et puis aussi, une écurie bien rangée, c'est une écurie où il n'y a pas plein de choses qui traînent, c'est une écurie qui est plus facile à nettoyer et où il y a moins d'accumulation de poussière. Bien évidemment, bannir l'usage du souffleur à feuilles dans les écuries fermées et puis en direction des box. La ventilation est très importante également, et y compris en hiver. C'est vrai qu'en hiver, on a tendance à fermer un petit peu les écuries. Dans ce cas-là, il faut préférer de couvrir plus les chevaux asthmatiques, mais d'ouvrir leur box. Ensuite, c'est important de curer régulièrement les box pour éviter l'accumulation des gaz nocifs comme l'ammoniac, etc. Et la recommandation, c'est de nettoyer et désinfecter complètement les écuries, notamment les écuries fermées, une fois par mois. Par contre, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le curage, l'affouragement et le balayage, c'est des périodes très à risque pour les chevaux asthmatiques, avec une concentration d'ammoniac et de particules qui sont maximum. Et la recommandation, c'est de sortir les chevaux minimum pendant 1 heure jusqu'à 1 heure après la fin de ces activités, et bien ventiler les écuries après et pendant. Ensuite, pour les litières, bien évidemment, c'est éviter la paille qui est naturellement riche en poussière et en moisissure. Donc, une litière idéale, c'est une litière qui a une bonne absorption, donc qui permet de limiter le développement des moisissures, qui est peu poussiéreuse et qui dégage faiblement d'ammoniac. Il y a un certain nombre de litières alternatives qui existent maintenant dans le commerce et qui peuvent être utilisés. Je vous invite à regarder la fiche technique. J'ai mis tous les liens des fiches techniques ensuite sur la comparaison des différentes litières qui existent. Il y en a un certain nombre, et puis je dirais que c'est difficile de dire quelle est la litière idéale. Et même entre 2 litières de copeaux, il peut y avoir des grosses différences en termes de poussière. Donc je pense qu'il faut aussi tester, voir ce qui est le plus pratique, peut-être ce qui est aussi produit pas trop loin. C'est difficile de donner la litière idéale. On peut mettre aussi des matelas, mais dans ce cas-là, il faut éviter quand même qu'il peut y avoir une accumulation d'urine en dessous, donc il faut les nettoyer très régulièrement. Ensuite, si on a fait tout ça, qu'on a des chevaux à l'extérieur qui sont nourris à l'enrubanné, etc., que tout va bien, peut-être qu'il faut veiller ensuite aux surfaces de travail. Le problème, c'est qu'il faut quand même limiter l'utilisation de l'eau. Donc, il peut y avoir des surfaces qui sont intéressantes, notamment avec des plaquettes de bois pour les surfaces de travail. Et donc, d'ailleurs, il y a un projet qui est mené à l'IFCE sur justement l'utilisation de sol organique pour les carrières, pour voir quel est l'impact, notamment sur l'appareil locomoteur, et est-ce que ça pourrait être utile, est-ce que ça permettrait d'éviter aussi les poussières et de limiter l'utilisation d'eau. Ensuite, une fois qu'on a mis en place tout ce qu'on a pu, en tout cas, pour gérer l'environnement, il y a des études qui ont montré que la complémentation de ces chevaux en acides gras oméga 3 était intéressante. Donc, dans l'étude qui a été réalisée, c'était réalisé à la fois chez les équidés atteints d'asthme équin modéré et d'asthme équin sévère, et ça a montré qu'il y avait une amélioration meilleure chez des chevaux qui avaient
en plus d'un environnement peu poussiéreux, une complémentation en acide gras, il y avait une amélioration des signes cliniques et puis une diminution au lavage broncho-alvéolaire de l'inflammation. Donc, c'était une complémentation à assez long terme, pendant 2 mois, à une dose de 1,5 g par jour. Donc, par exemple, c'est de l'huile de lin qui est riche en oméga 3. Donc ça peut être une complémentation en plus de l'environnement pauvre en poussière. Honnêtement, ça ne sert à rien de complémenter les chevaux en acide gras si on n'a pas par ailleurs essayé de modifier les conditions environnementales du cheval. Ensuite, à certains moments, en plus des modifications de l'environnement, il faudra avoir recours à un traitement médical pour améliorer plus rapidement en fait les signes cliniques ou quand il y a une forte crise, mais ça ne sert à rien. En fait, ça sera uniquement temporaire si on ne change pas l'environnement par ailleurs. Et si on ne met pas au repos le cheval, puisque son appareil respiratoire est inflammé, donc il faut le mettre au repos au minimum pendant 3 semaines. Donc, les objectifs, le premier, c'est de réduire l'inflammation, et pour cela, on utilise des corticoïdes, ce qu'on appelle aussi des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il en existe un certain nombre. Et ces corticoïdes, on peut éventuellement les associer à des bronchodilatateurs. Donc, comme leur nom l'indique, ils permettent une ouverture finalement des petites bronchioles, ce qui va permettre de réduire la toux et les efforts respiratoires et faciliter l'expulsion du mucus. Parfois, en plus, on peut aussi associer des mucolytiques qui vont permettre de fluidifier le mucus, mais leur intérêt est controversé, n'a pas vraiment été démontré. Ces corticoïdes et les bronchodilatateurs, c'est la même chose. Ils peuvent être utilisés soit par voie générale, ce qui permettra une amélioration très rapide des signes cliniques, ou alors en inhalation, puisqu'on sait notamment que les corticoïdes, ils peuvent avoir des effets secondaires, notamment chez les chevaux âgés, et notamment si on a un cheval, par exemple, qui est atteint d'un syndrome de Cushing. On sait que déjà, le syndrome de Cushing favorise les fourbures et diminue l'immunité. Et les corticoïdes vont encore plus favoriser ça. Donc, on a un risque de fourbure ou d'infection secondaire. Donc là, ça sera intéressant d'utiliser les inhalations. Et puis, ça coûte un peu plus cher. Donc, acheter le matériel et puis ensuite les produits. Mais quand on a un cheval atteint d'asthme équin sévère, ça me paraît indispensable. Et les bronchodilatateurs, il faut faire attention. Il faut que ça soit utilisé seulement en association avec les corticoïdes, et on peut avoir une perte d'efficacité avec une habituation du cheval au fil du temps et que ça marche de moins en moins bien. Donc il faut faire attention, et il y a maintenant un certain nombre de produits qui sont disponibles dans le commerce, soit des masques, soit des choses comme ça qui se mettent directement sur le bout du nez. Ça dépend un petit peu aussi. Ça a été montré, leur efficacité a été démontrée pour tous ces mécanismes. Ça dépend aussi de ce qui est le plus pratique en fonction de l'hébergement du cheval, par exemple. Donc, les informations à retenir, c'est que pour tous les chevaux, y compris des chevaux sains, et pour prévenir des épisodes d'asthme équin modéré, notamment chez les jeunes chevaux au travail, il faut donner du foin de bonne qualité sanitaire et donc l'observer avant de le distribuer. Il faut éviter l'utilisation de filets à foin quand c'est possible. Bien ventiler les écuries, et y compris en hiver, même s'il fait froid. Favoriser bien évidemment les sorties à l'extérieur, et notamment pendant les périodes à risque, affouragement, balayage et curage. Éviter à tout prix de stocker le foin et la paille dans les écuries fermées, et ranger et nettoyer les écuries régulièrement pour éviter que la poussière s'accumule. Une fois qu'on a fait ça, c'est sûrement pas suffisant pour des chevaux atteints d'asthme équin sévère à qui il ne faudrait pas donner de foin sec, et plutôt proposer des alternatives, et pour lesquelles, dans l'idéal, il faudrait un hébergement 100% en pâture, même si ce n'est pas toujours possible sur des chevaux âgés, par exemple, sujets aux fourbures. Je vous ai mis toutes les fiches techniques qui m'ont servi d'ailleurs à faire cette webconférence. Donc, il y a une fiche récap sur l'asthme. Il y a plein de fiches sur les fourrailles. Il y a des fiches très récentes sur les litières alternatives. Et puis, voilà, pour information, je vous ai dit que c'était un sujet de recherche. Il y a eu beaucoup de recherches sur ce sujet, et notamment, il y a un projet qui est en cours sur l'impact des moisissures sur l'asthme équin modéré, et qui est financé par le conseil scientifique de la filière
Ekin, et donc j'espère qu'il y aura bientôt des résultats qui seront diffusés, par exemple, en webconférence ou aux journées Sciences et Innovation Ekin. Je vous remercie de votre attention.